Bonjour Maître William Julier, merci d'être en plateau. Vous êtes avocat franco-britannique spécialisé en droit pénal international et européen, spécialisé aussi sur les questions liées aux droits de l'homme. D'abord, pour bien comprendre les enjeux, sur quoi est-ce qu'on se base pour déclarer qu'un pays est sûr ou pas? En principe, on se base sur son respect des droits fondamentaux, des droits de l'homme. Donc ça inclut un certain nombre de critères. Et lorsqu'on approche la question de l'asile, c'est la question de savoir si le pays va être en mesure de protéger les personnes qui souhaitent s'y réfugier, les protéger contre des mauvais traitements. Ça, dans le langage européen, c'est l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et puis également sous l'angle de l'article 6, qui est le droit à un procès équitable. Donc il y a déjà ces deux notions-là, qui sont celles du respect des procédures judiciaires et d'une qualité de traitement des demandes des personnes, et puis ensuite cette catégorie de l'article 3 qui appréhende le respect de la personne, à la fois de son intégrité physique et de son intégrité morale. Et concernant le Rwanda, la Cour suprême britannique avait en son temps relevé des défauts graves et systémiques, je cite, dans le traitement des demandes d'asile. Depuis cette décision, rien n'a changé concrètement au Rwanda. Alors peut-être qu'il y a eu quelques efforts, en tout cas des efforts de façade. Après, il faudra voir si sur le terrain, eh bien, des vrais progrès sont réalisés. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours être prudent, mais il ne faut pas non plus toujours être négatif, et il ne faut pas penser que il n'y a que dans les pays européens qu'on peut faire les choses bien. Euh, il est possible de former des gens sur place, il est possible d'essayer d'aller dans le bon sens, et le Rwanda a des capacités de pouvoir faire les choses bien aussi. Toute la question est de savoir voilà, ce qui va se passer concrètement, et tant les ONG que l'ONU ont épinglent le Rwanda et le régime rwandais pour ne pas respecter un certain nombre de droits fondamentaux. Donc il y a des inquiétudes, et c'est vrai qu'on voit derrière la décision qui a été prise de maintenir en Angleterre ce projet, un volet peut-être politique qui pousse. Et puis, il y a ensuite le droit qui se met en marche. Et heureusement, on sait que ce projet-là avait été mis en place et puis mis en suspens suite à une décision, on en parlera sans doute, de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait Et de la Cour suprême britannique. aussi. Mais finalement, est-ce que là, c'est pas une atteinte aussi à l'indépendance de la justice, puisque le Parlement britannique est passé outre? Alors, le Parlement britannique est passé outre. Ensuite, on verra si le Parlement britannique passe outre, ou si le gouvernement, l'exécutif, plutôt que le Parlement, passe outre éventuellement une nouvelle décision de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que je le disais il y a une minute, mais enfin, je crois que c'était en 2022. La Cour des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne peut être saisie que lorsque les recours dans le pays ont été épuisés, les recours internes, ce qui était le cas à l'époque. Certains des demandeurs d'asile avaient saisi la Cour européenne des droits de l'homme au visa de l'article 39, qui est celui qui permet des mesures urgentes provisoires, en disant: nous ne voulons pas, nous, aller au Rwanda. Il y avait plusieurs demandeurs d'asile qui avaient saisi la CEDH, et alors que les avions étaient, je crois, prêts sur le tarmac, la CEDH avait émis une injonction, une décision temporaire ordonnant au Royaume-Uni de surseoir, de suspendre à ces expulsions ou à ces transferts. Mais ça veut dire que la vers le messe n'est Rwanda. pas encore dite, ça veut dire que l'affaire n'est pas encore pliée, que la justice européenne peut encore faire reculer Rishi Sunak? Alors écoutez, la dernière fois, ça a marché, c'est-à-dire que la justice européenne avait été saisie. Puis là, on sait déjà, Boris Johnson avait à l'époque commencé à indiquer qu'une loi nationale serait sans doute votée, dont j'avais pas très bien compris d'ailleurs en quoi, si l'Angleterre ne sortait pas du Conseil de l'Europe, en quoi l'Angleterre pourrait, en étant encore membre du Conseil de l'Europe, ne pas se plier aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais en tout cas, il y avait commencé
Boris Johnson avait commencé à agiter politiquement ce sujet-là. Et puis, on voit que là, de nouveau, ce débat commence à être agité par les politiques et le Premier ministre qui dit, bon, l'Europe ne nous arrêtera pas. On invoque l'esprit de liberté, d'ailleurs, lié au Brexit, etc. Il faut revenir au droit. Un pays qui est membre du Conseil de l'Europe doit respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Et le dernier pays qui est sorti du Conseil de l'Europe, c'est la Russie. Après son invasion après l'invasion de l'Ukraine. Alors, elle est sortie parce qu'ils allaient se faire expulser. Mais enfin, quand vous êtes membre du Conseil de l'Europe, vous respectez les décisions de la CEDH. Alors, il y a des pays qui éventuellement ne le respectent pas. Il y a un précédent pour en parler où la Belgique avait expulsé une personne suspectée d'actes terroristes, je crois en rapport avec Al-Qaïda, vers les États-Unis. Et nonobstant une décision article 39 également de la CEDH, eh bien, la Belgique avait procédé à l'expulsion de cette personne vers les États-Unis. Donc, elle a passé outre aussi voilà, la et CEDH. ensuite, la Belgique a été condamnée, au fond, pour ne pas avoir respecté une décision de la CEDH. Donc, si on regarde le droit, en gros, soit on sort du Conseil de l'Europe et on fait ce qu'on veut, soit on y est encore, et dans ce cas-là, on ne fait pas ce qu'on veut. On verra ce qui se passe. Alors, concrètement, pour ce qui est nouveau maintenant avec ce projet de loi, même s'il est controversé, c'est que les demandeurs d'asile déposeront leur dossier, non plus à Londres, mais à Kigali. Ça veut dire que finalement, Londres donne la responsabilité, en quelque sorte, de ces migrants aux Rwandais. Ça, c'est illégal ? Écoutez, au vu de la Convention de Genève, je pense que ça pose en tout cas une vraie question, parce que dans la Convention de Genève, il y a une obligation pour les États membres à cette Convention, dont fait partie le Royaume-Uni, d'assurer la protection des demandeurs d'asile, avec la nécessité de garantir une qualité de l'étude du dossier et de ne pas refouler une personne vers un pays où sa sécurité, son intégrité pourrait être menacée. Donc je pense qu'une vraie question se pose. Au-delà, c'est la question de la sous-traitance ou du traitement par autrui contre de l'argent, parce qu'ici, il y a quand même cette notion-là. Il y a un échange, il y a une contrepartie. Il y a une contrepartie financière, et bon, je n'ai pas les chiffres là en tête, mais je regardais que c'est calculé, et puis c'est calculé par nombre, enfin, c'est par personne concernée, avec, je crois, des barèmes en fonction de si la personne va rester au Rwanda, etc. Donc je pense que, même si c'est pas trop mon rôle, mais enfin moralement une question est posée, mais juridiquement, je pense qu'il y a une question en effet sérieuse, qui d'ailleurs avait été retenue par la Cour suprême dans sa première décision, qui avait considéré le projet illégal parce que les garanties de qualité de traitement des dossiers n'étaient pas assurées. Et puis il semblerait que maintenant les choses aient changé. Alors si la demande des migrants au Rwanda est acceptée, eh bien ils resteront au Rwanda. En revanche, si le dossier est débouté, il se passe quoi ? Les Rwandais les expulsent vers leur pays d'origine ? Alors, a priori, ça, non. Ça, c'est une des choses qui a été changée, parce que ça, c'était pas possible. Donc, pour, a priori, permettre que la loi ne soit plus considérée, en tout cas en Angleterre, comme illégale, ce point-là a été changé, à savoir qu'ils ne pourront pas être expulsés vers le pays dont ils proviennent. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Par contre, et alors là, j'ai pas le détail, je comprends qu'il y aurait un deuxième tiroir, enfin un plan B, qui serait qu'en cas de rejet de la demande d'asile, qu'il pourrait éventuellement solliciter de rester au Rwanda sous d'autres dispositions, comme on a en France, c'est-à-dire, admettons, vous êtes sur votre demande d'asile, ça marche pas, mais vous pourriez demander au visa d'autres dispositions du CESEDA qui seraient pour travailler, éventuellement vie privée et familiale, enfin au titre d'autres dispositions. Mais en tout cas, ce qu'on comprend quand même, c'est que le bottom line, comme on dit en anglais, c'est qu'on les envoie là-bas pour qu'ils ne soient pas au
Royaume-Uni. Pour les dissuader de venir. Qu'ils y restent. Et le Rwanda n'a pas forcément l'air de considérer qu'au vu de l'argent qu'on leur donnera pour qu'ils restent, que ce soit inacceptable. Une dernière question sur la position de l'Europe. Le Conseil européen fait la leçon à Londres en quelque sorte. Les Européens, ils ne sont pas tout blancs dans cette affaire. Il y a Merkel qui en son temps avait passé un deal avec Recep Tayyip Erdogan, le président turc, pour retenir les migrants syriens. Il y a aussi ces hotspots en Afrique. Bon, ça ne semble pas très légal non plus. Alors, ce n'est pas tout à fait la même situation parce que dans le premier cas, c'est vraiment une sous-traitance contre de l'argent de demandes qui sont effectuées au vu d'un contrat de coopération, enfin d'un accord de coopération. De l'autre côté, les hotspots européens qui posent des questions très importantes sont un déplacement du lieu où les demandes sont traitées, mais au visa de normes qui vont rester a priori les normes européennes et dans des centres qui devraient a priori être supervisés par les pays européens ou par Bruxelles. Ensuite, la différence n'est pas totale. Et le fait de réfléchir, et il y a des discussions en cours à Bruxelles, sur la délocalisation des lieux où les demandes d'asile vont être traitées, ressemble tout de même un petit peu à ce dont on parle là, mais avec, pour prendre le contrepoint aussi, pour pas toujours dire que tout projet, par définition, est une mauvaise idée. Il y a aussi dans les discussions, et lorsqu'on regarde les débats, des gens avisés qui considèrent que ce traitement-là, du côté africain, peut aussi permettre que les bons dossiers mènent des gens à pouvoir venir en Europe avec un accompagnement qui leur évite de mourir en mer et à dissuader peut-être ceux qui n'auraient pas une chance de se voir accueillis de renoncer au voyage. Donc c'est le contrepoint, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas garantir les droits avec le plus haut niveau d'exigence, mais il y a aussi ce souhait-là qui est d'essayer d'éviter les drames auxquels on assiste, qui sont toutes ces noyades. Merci infiniment, maître